Le cœur de notre lutte, c'est l'accès à la prévention et aux soins pour les personnes les plus exposées au VIH. Malgré un contexte répressif, nous continuons à maintenir la pression. Nous nous mobilisons pour aller vers la démédicalisation, dépistage communautaire à grande échelle par exemple. Pour l'implication des populations les plus vulnérables. Nous continuons la lutte pour l'accès aux traitements à bas prix et l'accès aux versions génériques. Pour plus de financements nationaux pour la lutte contre le VIH-Sida. Pour que les programmes de réduction des risques continuent d'exister et à être améliorés. Pour une politique du Fonds mondial plus adaptée aux contextes locaux. Pour améliorer les politiques et changer les mentalités autour du VIH. Nous continuons le combat pour un monde sans sida. Pour nous, séropositifs et activistes de la lutte contre le sida, combattre le virus, c'est d'abord défendre nos droits. Droits des personnes exclues et stigmatisées, droits des communautés fortement exposées au VIH, pour un droit à la santé pour tous, sans jugement. Lutter, c'est parler de notre propre voix et savoir nous faire entendre. Nous luttons parce qu'à travers le monde, 37 millions d'hommes, de femmes et d'enfants vivent avec le VIH. Alors que 9 millions d'entre eux ne connaissent pas leur statut sérologique et 15 millions n'ont pas accès à un traitement qui leur sauverait la vie. Nous luttons parce que près de la moitié des nouvelles infections à travers le monde en 2017 ont concerné des personnes appartenant à des communautés particulièrement vulnérables au VIH, très souvent marginalisées et criminalisées, que nous devons défendre. Ce n'est pas du tout acceptable aujourd'hui que les gens continuent à mourir comme des chiens, parce qu'ils sont infectés par le sida. On va vous dire, vous êtes en train de faire la promotion aux homosexuels, aux usagers de drogue, je ne sais plus quoi. Mais moi, je dis non. Je suis constante. Je fais la lutte contre le sida. Et la lutte contre le sida, c'est avec tout le monde. Le sida est un révélateur de nos dysfonctionnements dans toutes les sociétés. Et donc, du coup, on a besoin de s'engager, de faire en sorte que pour qu'on puisse vraiment arrêter le VIH, il faut faire évoluer nos sociétés. On est en train de vouloir banaliser la lutte contre le sida, la ramener à des indicateurs, à des chiffres, il y a besoin de moins d'argent, il faut mettre l'argent ailleurs, etc. Eh bien non, non. C'est avec cette foi, avec ce militantisme qu'on peut y arriver. Nous savons les mots, nous connaissons les remèdes. Et qu'est-ce qui nous empêche? La volonté d'appliquer. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pourquoi nous devons continuer à faire nos actions de plaidoyer, pour aller crier, pour faire le watchdog, pour attirer les attentions. Donc aujourd'hui, on peut faire mieux, on peut faire plus. On peut arrêter l'épidémie, on peut stopper l'épidémie. C'est faisable. Et c'est cette colère-là qui anime le feu du plaidoyer, qui anime le feu de l'action, qui nous maintient quasiment en vie. Nous savons que l'épidémie de VIH est une épidémie politique, parce que les tabous sociaux entravent la santé publique, parce que nos gouvernements tardent à adopter les mesures qui s'imposent alors que nous avons besoin de leur courage politique, parce que les financements des programmes ne sont pas suffisants et ne correspondent pas à nos besoins réels. Debout, dans cette épidémie de l'exclusion, nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à nous battre. Coalition Plus agit dans près de 40 pays, auprès d'une centaine d'associations communautaires de lutte contre le VIH et les hépatites virales sur les 5 continents. Pour nous, communautaires, cette union nous rend plus forts. En 2014, nous avons créé et financé des postes de chargés de plaidoyer au sein de 4 grandes associations communautaires dans le Maghreb, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans l'océan Indien. Notre bureau Afrique, basé à Dakar, mène le plaidoyer au niveau continental. Ces postes de plaideuses et de plaideurs constituent la première étape dans la construction d'un plaidoyer professionnel à travers notre réseau. Martine Kabougou-Bougou lutte au sein de l'équipe de l'ANSS au Burundi. Fatoumata Konaté, puis Malik Samasekou, œuvre à Arcade Sida au Mali. Morgane Amar se bat à la LCS au Maroc. Nathalie Rose, puis Kunal Naïk, combattent avec Pils à l'île Maurice. Enfin, Papa Abdoulaye Dem se mobilise au sein de notre bureau Afrique de Dakar.
Chacun dans leur pays, mais unis et solidaires, nos plaideuses et plaideurs de Coalition Plus travaillent au niveau national, régional et international. Toujours réactifs face aux situations de crise, mais désormais dans la planification et l'anticipation, ils agissent sur tous les fronts pour améliorer la riposte. Quelle qualité il faut avoir? Il faut déjà avoir des convictions. De ne pas avoir peur, de aussi être présent et vrai. Pour plaider, il faut qu'il y ait eu un problème. C'est une action, un acte qu'on pose pour obtenir un changement. Secouer, perturber, déranger. Influencer, communiquer, utiliser des évidences. Dans le plaidoyer, je pense qu'il y a beaucoup d'analyse, de comprendre d'où viennent les problèmes, de parler aux bonnes personnes. Faire des actions qui permettent de faire évoluer des lois, des pratiques pour qu'il y ait moins de contamination, qu'il y ait de meilleures prises en charge. Améliorer les choses, la qualité de vie des personnes, surtout dans le domaine du VIH, les personnes qui s'injectent des drogues, les personnes qu'on appelle des populations clés, comme les travailleurs du sexe, les personnes trans, les hommes qui ont du sexe avec des autres hommes, et surtout ces populations les plus vulnérables. On a toujours fait du plaidoyer, mais on a fait du plaidoyer sans avoir de personnes dédiées à cela, sans avoir de programme structuré. C'était au cas par cas, c'était un problème apparaît, on travaille dessus. Et grâce justement à notre appartenance à Coalition Plus, grâce au financement de l'Agence française du développement que nous n'aurions jamais eu directement, c'est parce que nous sommes dans Coalition Plus que nous pouvons en bénéficier. Grâce à cela, nous sommes professionnalisés. Maintenant, le plaidoyer, il est pensé, il est planifié, il est mûri en équipe avec tous les acteurs, aussi bien les soignants que les soignés, par exemple. Tout le monde est impliqué et on se met autour d'une même table pour discuter d'un même problème, en essayant de trouver des solutions ensemble. Aujourd'hui, avec l'arrivée des plaideurs, plaideuses au sein de Coalition Plus, au niveau de la NSS, les choses ont beaucoup changé. C'est une personne qui est dédiée à ça et qui aussi a pu montrer l'importance du plaidoyer auprès de nos partenaires, que ce soit du monde associatif, que ce soit du gouvernement, alors que ce soit à l'international. C'est une personne qui fait ce relais. On sait qu'aujourd'hui, les réponses pour mettre fin à l'épidémie de VIH-Sida, elles sont chez les personnes concernées. C'est à ce niveau-là qu'on doit aller chercher les réponses et qu'on doit travailler ensemble. Je pense que le plaidoyer, c'est ni plus ni moins que de traduire l'expertise acquise sur le terrain pour trouver des solutions en fait, pragmatiques à des problèmes que parfois le politique ne sait pas gérer ou ne veut pas gérer. Voilà, la communication, la rapidité dans les stratégies et surtout être déterminé. Ne pas vraiment avoir cette liberté. Toutes les grandes avancées de la lutte contre le sida, nous les avons obtenues grâce à l'implication des personnes séropositives et séroconcernées en organisant des réponses communautaires contre l'épidémie. Aujourd'hui, nos progrès restent fragiles, sans cesse remis en cause et menacés par nos décideurs politiques et financiers. Le premier travail du plaidoyer africain de Coalition Plus reste souvent de défendre l'expertise communautaire et de préserver les acquis que nous avons obtenus en luttant. Nous avons tous les outils à notre disposition. Nous avons toutes les stratégies innovantes. Nous savons comment y arriver, comment faire fléchir cette épidémie. Nous savons comment éradiquer cette épidémie. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de lever les barrières. L'ANSS est le fer de lance de la lutte contre le sida au Burundi depuis 25 ans. Les personnes qui vivent avec le VIH sont au centre du fonctionnement de l'association. La structure a été fondée par Jeanne Gapia, première femme à avoir parlé publiquement de sa séropositivité au Burundi. Quand j'ai fait mon premier témoignage, j'étais la première personne à en parler au Burundi. C'était un risque. C'était un risque
que je sois discriminée, que je sois mise en quarantaine. Le risque est là, mais vivre sans vivre aussi, je crois que c'est un autre risque. Donc je préfère vivre entièrement que de vivre sans vivre et de rester enfermée dans la peur avec toutes les conséquences. Ici, au centre de prise en charge Turéo, plus de 400 personnes viennent chaque semaine se faire dépister, soigner et prendre en charge pour toutes les questions relatives au VIH. Dans ce pays traversé par les conflits et l'instabilité économique depuis plusieurs décennies, la NSS assure la prise en charge de 15% de la file active nationale. À chaque étape, un médiateur de santé formé par la NSS les accompagne. Ces 352 agents communautaires, qui sont nombreux à vivre avec le VIH, sont le cœur battant de l'association. Quand j'ai su que j'avais le VIH, je me suis dit, mon Dieu, c'est fini. J'avais vraiment peur de la mort. Je voyais la mort devant moi. Alors après, j'ai demandé à la présidente pour que je sois médiatrice de santé. Et comme moi, j'étais aussi touchée, j'avais ce problème, j'étais intéressée pour suivre les autres, pour les conseiller, les sensibiliser, les écouter, les aider dans tous leurs combats. La NSS, c'est une structure communautaire, comme je le dis, créée par et pour les personnes infectées. À un moment donné, nous n'avions pas de financement. Nous avions beaucoup de malades. On a mis en place les gens qui faisaient du bénévolat pour accompagner les premiers patients qui ont eu la chance d'avoir les traitements. C'est comme ça que les médiateurs de santé ont commencé. Les pampers, ariko turazifise. ucuza hariya kwa NSS ishaka kandi urahazi C'est pas un travail que tu vois comme ça, mais c'est un travail très important sur l'observance, sur même, en fait, sur la vie de la personne vivant avec le VIH et même dans son entourage. C'est prise en charge globale. Sans eux, je ne sais pas si on peut fonctionner. Ils sont dans tous les services. Ce sont eux qui vivent tous les problèmes des patients. Quand ils vont à la maison et qu'ils vont trouver une personne, bon, c'est bien d'aller les voir, accompagner, leur apporter des médicaments, et tu trouves une personne qui vient de faire 2 jours sans manger, ou alors on a chassé son enfant de l'école. C'est eux qui vivent tout ça. Jacqueline fait partie des toutes premières personnes séropositives qui ont intégré les formations de médiateurs de santé commencées en 2004. Pourtant, ce travail indispensable n'est pas considéré à sa juste valeur par les décideurs. En 2015, la NSS et nos plaideurs ont dû se battre pour défendre le statut de ceux qui mènent la riposte au quotidien. Cette année-là, le Fonds mondial qui finance les programmes des médiateurs de santé depuis leur création décide, sans consultation préalable, de placer la gestion des médiateurs sous le contrôle de la Croix-Rouge. Quand la Croix-Rouge a eu un financement, ils ont tout changé. Ils ont voulu tout changer, en fait. Ils sont venus et c'était comme s'ils inventaient la roue. L'enveloppe a diminué vraiment sensiblement. Ils avaient donné un budget pour les activités, sans une équipe de coordination. Et ça nous a déstabilisés tout simplement. Les gens ne savaient plus où aller.
bon, les salaires, c'est pas énorme, mais on les imputait. Une personne qui commençait avait le même salaire que quelqu'un qui était là depuis 10 ans. Donc là, c'est là où justement on a fait un travail en écrivant au Fonds mondial. À la suite de nombreux échanges sur les réalités du travail communautaire, Martine et Jeanne ont pu convaincre le Fonds mondial que leur gestion comptable des médiateurs de santé dénigrait le rôle de ces acteurs de première ligne. amafaranga dusigaye turonka sidakisiyo ni make cyane nta n'umuryango umwe mutereramo nta muryango umwe mutereramo urumva twokira mubiranga sinzi ko twovugana nobatsa ko giripe n'agasukari mwe n'uwo abuzukuru bawe yego wewe. La gestion des équipes est revenue sous le contrôle de l'ANSS et les maigres salaires des médiateurs de santé ont été rétablis. Grâce au plaidoyer, les médiateurs de santé ont pu être respectés, même si leur position reste précaire, comme partout dans le monde où l'expertise du terrain, malgré ses indispensables résultats, n'est toujours pas reconnue et valorisée. En fait, on pousse par le plaidoyer d'avoir notre place. Il ne faut pas que tout se prépare et qu'on nous appelle à la fin. Il faut qu'on nous intègre dès le départ. À l'île Maurice, PILS est une autre structure historique de la lutte contre le sida et les hépatites en Afrique. La première grande victoire du plaidoyer de PILS a été d'obtenir le traitement antirétroviral gratuit dès 2001. Pour Nicolas Ritter, le fondateur de PILS et l'une des très rares personnes vivant publiquement avec le VIH à Maurice, la riposte à l'épidémie a toujours été politique. Oui, oui, bien sûr. Le sida est politique, éminemment politique. Sur la question LGBT, sur la question drogue, sur les questions sex work, bien sûr. Nous sommes des influenceurs, on porte une voix, on pose des arguments, on essaye de faire évoluer les mentalités et de faire évoluer les lois qui permettraient qu'il y ait moins de contamination et plus de soins. Les injecteurs de drogue sont les premiers concernés par l'épidémie du VIH et de l'hépatite C à Maurice, dans un contexte de politique publique ultra répressive autour de l'usage de drogue. Si aujourd'hui, pratiquement 70% des personnes vivant avec le VIH à l'île Maurice sont des personnes qui ont contracté le VIH à travers une seringue contaminée dans des pratiques de consommation de drogue par voie injectable, ce n'est pas à cause d'une seringue, mais à cause de politiques inadaptées aux problématiques des produits psychoactifs à Maurice. Depuis plus de 10 ans, les militants de PILS et d'autres associations communautaires animent des programmes de réduction des risques auprès des quelques 20 000 usagers de drogue injectables de l'île Maurice. Ok, ben nous faisons ça. Bon, on propose ça 3 tests. HIV, hépatite, syphilis. Correct? Allez.
Chaque semaine, des équipes de dépistage mobile se déplacent vers les lieux de distribution de méthadone où les usagers de drogue doivent se rendre pour recevoir leur traitement de substitution. Du moment parce qu'il te boit médicaments et du coup, si tu bois négatif, les bois négatifs quand même tu as une relation sans protection. Malgré la criminalisation des usagers de drogue, Pils et ses partenaires communautaires ont réussi à imposer des programmes de réduction des risques novateurs. Même Maurice était une référence, c'était un modèle aussi par rapport à la réduction des risques dans l'Afrique, parce qu'on est le premier pays africain qui a introduit l'échange de seringues et la méthadone. Et après 10 ans, on a vu une baisse de plus de 60% du taux d'incidence du VIH parmi les personnes qui s'injectent des drogues. Toutes ces avancées importantes dans le domaine de la réduction des risques ont été brutalement remises en cause à la suite du changement de gouvernement à Maurice. Début 2015, je prends mon poste chez Pils. Nous avons un nouveau ministre de la Santé en la personne de Anil Gayane, qui était donc en fin 2014 nommé ministre de la Santé. Ça se complique au tout début. Des décisions immédiates qu'il prend sans aucune consultation et qu'il décide de mettre en application tout de suite, c'est-à-dire en l'occurrence la décentralisation de la méthadone devant les postes de police. Une espèce d'aberration qui n'existe nulle part au monde, la volonté d'arrêter la méthadone complètement aussi. Quelques semaines après, ce sont les programmes d'échange de seringues qui ont été attaqués par ce ministre pour exiger des associations le nom et le numéro de carte d'identité de chaque personne qui vient sur les sites d'échange de seringues chercher des seringues propres. Nous savions, de par notre frottement avec les partenaires au niveau international, que ce type de programme était les meilleures pratiques internationales et que si on les stoppait, il n'y avait pas d'alternative qui puisse être aussi efficace. Donc pour nous, c'était vraiment du suicide sanitaire. On a essayé de négocier. On a essayé de négocier avec le gouvernement, on a essayé de négocier avec le ministre, parce qu'il venait de prendre son poste. Il ne nous a pas écoutés. Et là, on a commencé à mettre en place une stratégie avec les partenaires. Il y avait Pils, il y avait CUT, il y avait des autres ONG aussi. On a commencé à mobiliser les ressources à l'international pour pouvoir influencer le gouvernement ici dans un contexte local. Parce qu'on a vite compris qu'on ne faisait pas le poids. On s'est appuyé sur les partenaires internationaux comme l'ONU-SIDA, la UNODC, l'OMS, IDPC, OSF, le Global Commission on Drug Policy. Et c'est à travers eux qu'on a pu élaborer une stratégie pour pouvoir influencer le gouvernement. On a l'impression que les gens ne voulaient pas voir la réalité en face, que ce soit au niveau du VIH-Sida ou de la drogue. Et là maintenant, avec le travail abattu par ces associations, nous, en tant que médias, on se rend compte de la vraie difficulté, du vrai problème qui est là dans notre société. Quelques années après les bouleversements politiques de 2015, grâce au travail des plaideurs, les militants poursuivent leurs actions auprès de la communauté des utilisateurs de drogue. Dans les quartiers, l'échange communautaire de seringues stériles a repris. Mais aujourd'hui, chaque usager ne reçoit que 3 seringues par jour, alors qu'il en recevait 10 avant les changements de loi. Ok. Quand tu viens vide, tu as vide la quantité. Ce nouveau quota de seringues, imposé par le gouvernement, ne suffit pas aux besoins des usagers. Le plaidoyer a réussi à éviter une nouvelle catastrophe sanitaire, mais ces années de recul ont eu leur impact sur l'épidémie. On a eu une augmentation de près de 40%
sur l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas par rapport à 2014. Donc oui, la politique peut arrêter le VIH, peut arrêter le sida, mais la politique aussi peut faire repartir l'infection à VIH. Et les mauvaises décisions politiques peuvent faire repartir les mortalités dues au sida. Malgré les difficultés des contextes politiques, la ténacité de notre plaidoyer permet des avancées. Après des années de négociations avec PILS et les autres associations communautaires engagées sur la question de la réduction des risques, le Premier ministre mauricien a fini par accepter la création d'un Conseil national sur le VIH et les drogues. Nous avons participé à son lancement. Mais on dit, si arrête de faire la drogue dans le pays, 10 répression, n'y pas suffit. Il faut croire dans ce qu'on fait, quoi. Et si on a cette flamme en nous, c'est ça qui va nous pousser de l'avant. Au Mali, Arcade Sida est une autre association pionnière de la lutte contre le sida en Afrique, qui continue de défendre les droits de toutes les personnes vivant avec le VIH. Docteur Bintou Dembélé, la directrice d'Arcade Sida, fait partie du groupe de médecins et infirmiers bénévoles qui ont démarré l'association il y a 25 ans. Ils accompagnaient à domicile les malades du sida, stigmatisés et rejetés par la société et les professionnels de santé. Un engagement porté par une indignation qui reste intacte aujourd'hui. Moi, je suis soutenue par la conviction que ce que je fais est quelque chose de bien pour mon travail, pour les patients. C'est cette conviction-là qui te fait croire que c'est possible de déplacer les montagnes. Souvent, on a du mal à se faire comprendre. Ça prend du temps, mais il faut avoir la patience d'expliquer. Parce que vouloir déplacer les montagnes, c'est quand même beaucoup de travail. Mais je pense que c'est possible avec le plaidoyer. Ko banam bila kana tanye sorry ani muwele est-ce que aya kuma famu. Ici, au CESAC de Bamako, comme dans tous les autres sites de prise en charge d'Arcade à travers le pays, des personnes séropositives et leurs soignants se regroupent autour d'un repas commun chaque semaine. Au total, plus de 16 000 personnes ont participé à ces repas l'année dernière dans tout le pays. Ces ateliers culinaires ont des objectifs qui sont doubles. Ça permet de faciliter le contact médecin-soignant au niveau de tous les endroits, donc de lutter contre effectivement la discrimination, la stigmatisation, parce que c'est vraiment un partage de plats qui se fait entre soignants et soignés. Ça permet aussi de créer un espace de soutien, de partage entre les personnes malades elles-mêmes. Parce qu'une personne malade peut amener sa famille pour voir que sa famille se rassure qu'un patient peut manger avec un médecin et que le sida ne se transmet pas comme ça. Il y a quelques années, les repas communautaires d'Arcade ont failli disparaître. Le Fonds mondial qui finance cette activité impose alors de nouvelles règles de facturation très sévères dans le cadre de sa zéro cash policy et de sa guerre au détournement financier. On est dans un contexte économique où aller au marché, faire des achats au marché, on ne peut pas avoir de facture dans ça. Donc la difficulté, c'était de comment justifier cet argent-là que le Fonds mondial nous donnait pour réaliser cette activité-là. Et nous avons, avec le Fonds mondial, fait un très long parcours. Nous avons convenu ensemble de mettre des stratégies, des expériences d'essai pour trouver la facture, ce qui n'a pas été probant.
Donc ça a été long, ça a quand même pris 2 ans. Ce qui nous rendait légitimes, c'était de justement venir directement d'un organisme communautaire. On vient du terrain, on a les informations et on a les véritables problèmes, on a les véritables problématiques entre nos mains. Et je pense que d'une part, au Fonds mondial ou les personnes qui financent les programmes, c'est une vision qu'eux, qui n'ont pas. Nous avons convenu, il faudra ensemble mettre un guide de justification des activités communautaires validé, qui va tenir compte des réalités du pays, qui va prendre en compte les inquiétudes du Fonds mondial pour que tout cela puisse être dans un document validé par les 2 parties. Et c'est justement au bout de 2 ans environ que nous sommes arrivés à cette solution consensuelle. Mais imaginez, pendant toutes ces 2 années-là, les activités ont suspendu. Après plusieurs années de plaidoyer, les repas communautaires ont repris au CESAC de Bamako. D'autres combats similaires nous attendent. À chaque fois, nous défendrons tous les programmes communautaires indispensables au bien-être et à la dignité des personnes vivant avec le VIH. Quand on se rend compte que ces activités-là, elles peuvent être remises en question par des partenaires techniques et financiers parce qu'il est difficile de quantifier l'impact de façon chiffrée ou qu'il est difficile de pouvoir auditer financièrement ce genre d'activité, eh bien nous disons non, nous avons besoin de financements nationaux pour pouvoir mener les activités que l'on estime pertinentes, pour pouvoir avoir cette marge de manœuvre-là, cette liberté d'intervention qui est adaptée aux réalités locales. La lutte n'est pas la même partout. Au Maroc, la LCS est la première association de lutte contre le sida à avoir été créée dans la région du Maghreb et du Moyen-Orient. 30 ans plus tard, l'association continue de lutter pour les droits de toutes les personnes infectées et affectées par le VIH. Professeur Hakima Emish a fondé la LCS peu de temps après avoir diagnostiqué le premier cas de sida au Maroc. L'association lutte pour l'égalité de tous face à l'épidémie globale du VIH. La philosophie de la LCS, son combat depuis sa création, c'est de se battre contre ce qu'on disait les premières années. C'est que l'argent était au nord, les médicaments étaient au nord et les malades étaient au sud. Puis pour le sud, il suffisait d'avoir de la prévention. Et puis voilà. Eh bien, nous, on s'est toujours battus pour que toute avancée, toute innovation dont l'efficacité est prouvée au nord, qu'on puisse en bénéficier le plus vite au sud. Sida, combien de morts encore? 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 L'accès gratuit aux meilleurs traitements antirétroviraux pour toute personne vivant avec le VIH dès l'annonce d'un diagnostic positif reste pour nous une urgence absolue. Nos plaideuses et plaideurs s'engagent dans les nombreux combats pour que les médicaments génériques soient disponibles dans les pays du Sud. Ils ont rejoint les mobilisations autour de l'accès au dolutegravir, l'un de ces médicaments antirétroviraux les plus efficaces que les activistes africains réclament toujours depuis son apparition sur le marché pharmaceutique fin 2013. C'est un médicament qui est commercialisé par le laboratoire Vive
et qui arrivait sur le marché à peu près à 14 000 $ par patient par année, donc un prix complètement inaccessible pour les pays du Sud. Et donc on avait besoin d'accéder à des versions génériques de ce traitement pour pouvoir y accéder au Sud. Sachant qu'il y avait des mécanismes qui permettaient l'accès au dolutegravir en version générique aux pays plus pauvres. Mais le Maroc, en tant que pays à revenu intermédiaire, est en général exclu de ces mécanismes. Donc on était un peu coincés, pas assez riches pour s'acheter le médicament à prix fort et pas assez pauvres pour y accéder en version générique. Et donc on a commencé un plaidoyer avec ITPC MENA pour permettre l'accès au dolutegravir générique au Maroc. La plateforme régionale de l'ITPC MENA, la coalition internationale pour la préparation au traitement de la région Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, avec qui Morgane Amar s'est associée pour mener le plaidoyer, regroupe des activistes d'associations communautaires de lutte contre le VIH de 21 pays. Ensemble, ils ont mené un plaidoyer actif pour lever le brevet du dolutegravir. On a un MENACAB avec des acteurs mauritaniens, marocains, algériens, tunisiens, jordaniens, libanais. Et l'objectif des MENACAB, c'est donc de mobiliser les acteurs communautaires associatifs d'une région et de les former sur les questions de propriété intellectuelle et d'accès au traitement, d'avoir des remontées d'informations de ces personnes sur quels problèmes elles rencontrent sur le terrain, quels médicaments il leur manque, voilà, de les rendre experts sur ces questions très techniques de propriété intellectuelle et de créer des mécanismes où elles peuvent parler directement au laboratoire. C'est cette expertise collective qui a permis à la plaideuse de Coalition Plus de monter une stratégie de plaidoyer auprès du laboratoire Vive. La première fois que je les ai rencontrés, c'était dans un restaurant de manière complètement informelle et c'était voilà le problème, qu'est-ce qu'on fait maintenant, voilà ce qui va se passer. Après, on les a rencontrés à la conférence mondiale à Paris par exemple, où là c'était une manifestation des activistes de la région et pas seulement de la région sur l'accès au dolutegravir devant le stand de Vive. Donc là quelque chose de très musclé avec un day-in à la fin. Et ça peut être aussi dans le cadre du MENACAB où on les a rencontrés dans une réunion très formelle avec des questions posées par chaque participant. Et c'est 3 rencontres qu'on a eues avec Vive dans des contextes complètement différents. Et c'est la combinaison de toutes ces possibilités aussi de dialogue qui finit par rentrer. L'action conjointe de plaidoyer régional a porté ses fruits. Et le dolutegravir vient d'être rendu disponible au Maroc. Avoir accès aux meilleurs médicaments disponibles, protéger les acteurs communautaires du terrain, exiger la poursuite de programmes indispensables au bien-être des personnes séropositives. Sans le travail de nos plaideuses et de nos plaideurs, nous aurions certainement perdu ces batailles. Pour nous, le métier de plaidoyer est devenu vital à la riposte. Défendre notre droit à la santé ne peut pas se limiter à préserver les acquis de nos luttes. Plaider, c'est aussi pouvoir innover, partout. À Coalition Plus, nous nous battons pour toutes celles et ceux qui sont les laissés-pour-compte d'une approche généraliste et médicalisée de la prévention et des soins. Au quotidien, nous nous battons pour les exclus de la lutte contre le sida. Aujourd'hui, les hommes gays et bisexuels, les travailleurs et travailleuses du sexe, les usagers de drogues injectables, les transsexuels, les prisonniers, ces populations dites clés représentent près de la moitié de toutes les nouvelles infections au VIH à travers le monde, et 40% dans la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Au Cameroun, 37,2% de la population gay et bisexuelle est séropositive. Au Burundi, 21% des travailleuses du sexe sont infectées par le VIH. Et dans l'île Maurice, c'est près d'une personne qui s'injecte des drogues sur 3 qui vit avec le virus. Nous ne sommes pas là pour faire la promotion, l'apologie de l'homosexualité ou des professionnels de sexe ou de la consommation de la drogue. Nous sommes là pour nous battre contre le virus. Là où il va, il est en train de tuer nos frères, nous allons tuer le virus. Donc je suis obligé d'aller dans tous les milieux qui sont concernés par le virus, qui sont les terreaux favorables, parce que la stigmatisation, la discrimination, l'homophobie, le non-respect des droits humains, la violation des droits humains, la violation basée sur les genres, sont des terreaux favorables à la propension, à l'explosion de l'épidémie du VIH. Les chiffres de l'épidémie déterminent nos combats.
nous savons que les personnes les plus exposées au virus sont aussi les plus éloignées de systèmes de santé qui les rejettent et les ignorent. Ensemble, nous devons exiger que la prévention et les soins partent à la rencontre de ces populations cachées, en finançant des programmes communautaires démédicalisés à grande échelle. Démédicaliser, c'est délégation de pouvoir du médecin. Ce n'est pas anti-médecin. C'est délégation du pouvoir du médecin à l'infirmier. Délégation du pouvoir du médecin, de l'infirmier au communautaire, au père éducateur. Qui plus peut faire une stratégie de dépistage au plus près des personnes, plus que le père? Je suis gay, je suis PS, je suis usager de drogue. Mes pères me feront plus confiance. Le dépistage communautaire est une des premières grandes victoires remportées par le plaidoyer pour la démédicalisation. Des programmes de tests rapides réalisés par des pères éducateurs sont maintenant en place dans de nombreux pays, au nord comme au sud. Dépistez-vous et ceux qui sont malades, prenez des médicaments comme il faut, vous allez vivre. Vous ne pouvez pas imaginer l'impact de dépistage communautaire sur le terrain et dans notre quotidien. Avec les pères éducateurs, c'est comme si c'est entre nous. Vous voyez, on est à l'aise plus que si c'est d'autres personnes. On se sent libre ou on se sent aller se consulter à une personne qui va bien me consulter, qui va bien me traiter. Le dépistage communautaire, c'est quoi? C'est d'arriver à dépister les gens qui n'arrivent pas à venir justement chez le médecin. Et du coup, c'est là où il y a beaucoup de personnes séropositives, si on veut dire. Ces personnes qui n'arrivent pas justement à venir, d'une raison ou d'une autre. Problème de transport, problème de peur de stigmatisation, peur de discrimination. J'ai vécu quelques expériences aux autres hôpitaux. Donc, si je pars là-bas, même si, parce que là-bas, c'est par ordre d'arrivée. Même si tu es premier à être là-bas, on ne te choisit pas. Parfois, on ne t'adresse même pas la parole, rien du tout. Donc, tu peux passer toute la journée là-bas et revenir sans que le médecin sans que tu aies accès au médecin. Si je pars à l'hôpital, dans un endroit public, dans un hôpital public, en étant comme ça, bon, je dirais en étant comme ça, ils vont me demander, me poser des questions. Est-ce que tu es fille ou garçon? Ici, vraiment, en étant trans ou MSM, que tu sois actif ou passif, que tu sois transgender, que tu sois lesbienne, tout. Là, vraiment, tu te sens à l'aise. On a prouvé qu'on dépistait des personnes qui n'avaient jamais été dépistées, qu'on dépistait des personnes qui n'auraient jamais mis les pieds dans une structure de santé, même dans une structure associative avec une blouse blanche qui la reçoit. Au niveau de Arcade ici, quand ils ont fait le dépistage démédicalisé, c'est-à-dire que le dépistage par les pairs, il y avait à peu près plus de 60% qui, pour la première fois, venaient de faire un test de dépistage. Attends, ça veut dire que la stratégie classique ne permet pas de toucher les populations que nous devons atteindre. Au Maroc, le dépistage communautaire en direction des populations les plus exposées au VIH est déjà disponible depuis plusieurs années dans quelques villes du pays. À Casablanca, un nombre croissant de pères éducatrices dépistent au sein de la communauté des femmes qui se prostituent. Ces femmes, elles méritent avoir une place comme tout le monde. Quand ils rentrent dans un centre de santé et qu'ils se sentent acceptés et pas jugés. Elles ne sont pas acceptées par la population marocaine. Par leur famille, par les voisins, par la police, par la loi, par la religion. Quand je suis arrivée à mon poste, donc il y a 3 ans et demi, on avait déjà mis en place un projet pilote sur le dépistage communautaire. Donc c'était déjà quelque chose qui avait été identifié comme une priorité. Et le projet pilote était en cours. Et c'était la mise en place du dépistage communautaire dans 4 villes au Maroc.
Et l'issue du projet pilote, l'objectif c'était de mettre à l'échelle plus de villes au Maroc. On a eu après la fin du projet pilote des discussions avec le ministère de la Santé, avec les personnes impliquées, et on a décidé dans un premier temps de continuer le dépistage communautaire là où il était déjà fait, donc de ne pas arrêter l'étude pilote. Et ça fait maintenant très longtemps qu'on attend la généralisation. On a formé entre-temps plus d'agents de santé communautaires qui sont prêts à faire le dépistage dans d'autres villes, et on attend simplement le feu vert pour pouvoir le faire. Dans les ministères de la Santé, qui dirigent? C'est des médecins. Des médecins et des juristes très, très, très attachés à leurs règles, à leurs cadres rigides. C'est une révolution pour eux. De leur dire, écoutez, nous, avec des personnes originaires des communautaires, qui ne sont pas des professionnels de santé, qu'on va former, qu'on va encadrer, on a de meilleurs résultats qu'avec le dépistage médicalisé. Donc il faut continuer à leur forcer la main, il faut continuer à leur prouver l'efficacité de ce que nous proposons, des innovations, pour pouvoir y arriver. Nos programmes communautaires n'existeraient pas sans l'engagement de militantes et de militants venus de nos communautés, qui deviennent pères éducateurs, dépisteurs, médiateurs de santé. Ici, à Marrakech, un groupe de jeunes militants est en train de suivre un atelier de formation qui leur permettra de travailler au plus près de la communauté gay de la ville. والاخر غادي يلعب الدور ديال مستفيد صافي تفضل شكرا تري بيان ما دورتي ليا شي مشكل ناري عرفت شنو وقع لي البارح ناس مع واحد وخفيت ولا جلست شي كانت علاقه محميه تزوجتي لا ما كانش لا والو الناس ما حتى سالينا على باش بالي عندك تعرف واحد جمعيه ولا محاربين جمعيه محاربه السلاح الله يسلمك ولا الا كان عندك مثلا شي مرضى يخرج يقول عليهم ودروك انا كيفاش غادي نزيد نهضر معاه يعني انا ما عرفتش انا عادي الناس كاينين تما اصلا ديجا خدامين مع الناس دي كابتر كاع من عرقه يعني بتجي عادي بحال بتعاود بحال كتبدا مع راسك كامل خليك حنيني انت دابا ندوزو بحال فوالا ها علاش حنا تكونوا. Au Mali, les pères éducateurs animent une grande partie des activités de prévention et de dépistage de la clinique de nuit de Bamako depuis plusieurs années, aux côtés du personnel médical. Je m'en vais sur le terrain pour le dépistage. Là, tu dois parler. Derrière le fleuve là-bas. Il y a des participants qui m'attendent là-bas. En même temps, je vais leur parler de la fraie. Parce qu'il y en a des participants qui n'aiment pas le préservatif. Ils sont au nombre de combien? 10. 10? Oui, oui. Okay. Mais ça sera confidentiel. Ok, parce qu'il y a plus. À plus alors. Il y a beaucoup de choses à faire encore par rapport à la lutte contre la stigmatisation et la discrimination, notamment auprès des populations clés. Donc, si on parvient, n'est-ce pas, à avoir l'adhésion, n'est-ce pas, des parlementaires, avoir l'adhésion, n'est-ce pas, de beaucoup de médecins. On ne peut pas avoir l'adhésion de tout le monde, mais aussi des porteurs d'uniformes, puisque nous, par exemple, dans le cadre de notre travail, nous collaborons avec ces personnes, sinon c'est difficile, notamment les porteurs d'uniformes par rapport aux agressions faites au HSH, au TS, etc. De par les explications, l'insistance du groupe Al-Qaïda, même médecin, j'étais encore plus davantage édifié. Et cela m'a amené personnellement à prendre la loi en vigueur sur le VIH/SIDA, à proposer des amendements pour prendre en charge cette discrimination. Nous avons également été sensibles à certains groupes qui sont des gays. Et nous comprenons aisément, au lieu de les combattre, mieux vaut les assister pour les amener à avoir un comportement
qui ne puisse pas entraîner une contamination de la population. Que nous faisons différemment de vous politiques, parce que nous, on a une latitude que le politique n'a pas, mais c'est derrière à nous, société civile, de traduire ça en propositions extrêmement concrètes. Et l'idée derrière, c'est d'aller voir les pouvoirs publics et de leur dire voilà ce qui fonctionne, voilà ce qui marche. J'ai le plaisir de vous présenter l'expérience marocaine qu'on appelait Prépare Morocco et qui est une expérience pilote menée par la LCS en partenariat avec le ministère de la Santé, l'ONU-SIDA et le Fonds mondial. La PrEP est un nouvel outil de prévention dont nous demandons une introduction généralisée dans les pays du Sud. Ici au Maroc, une réunion réunissant des représentants du ministère de la Santé, du corps médical, de l'ONU-SIDA, du Fonds mondial et de la LCS est en train de décider de l'avenir de la PrEP dans le pays. On arrive à démontrer que le risque devient extrêmement petit, mais à l'échelle d'individus, là, le risque est quand même là, il peut exister pour le secours. Et aucun médecin ne voudrait se retrouver dans la situation d'avoir autorisé et 3 mois plus tard, de faire sans préservatif et puis ensuite d'avoir un problème. Tout à fait. Voilà. Donc c'est là où on discute. Il fallait montrer pourquoi est-ce qu'on a besoin de la PrEP, malgré toutes les réticences théoriques ou idéologiques qu'on peut avoir. En fait, la PrEP, ça fonctionne. Ça peut permettre d'enrayer l'épidémie chez les populations clés. Nous, on ne pensait pas que ça pourrait marcher et qu'au fait, cette prophylaxie pré-exposition serait utile au Maroc, dans un contexte, malgré qu'on est dans un contexte d'épidémie concentrée parmi les professionnels, les femmes travailleuses du sexe, parmi les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes. Et donc, c'était un travail laborieux de la LCS pour que le protocole puisse être accepté. Je dirais que le plaidoyer en était pour beaucoup de choses, parce que c'est grâce à cette pression qu'a mis la LCS qu'au fait, nos cliniciens, après, ont cédé. On a fait tout ce travail de recenser un petit peu toutes les preuves scientifiques qui avaient montré à quel point c'était efficace, d'avoir des recommandations officielles. Voilà, l'OMS recommande maintenant très fortement la PrEP pour ces populations, sur le fait qu'on ne pouvait pas être en retard et qu'on avait besoin maintenant de cet outil. Moi-même, je n'étais pas très chaud pour cette façon de faire, donc la PrEP. Mais j'ai évolué, bien sûr. J'ai évolué avec les données scientifiques déjà. Il y a ces dernières années de nombreuses publications, de nombreuses présentations à des congrès, etc., qui ont montré l'intérêt de la PrEP. J'ai changé à cause de ces différentes données scientifiques, mais j'ai changé aussi par le fait que nous avons maintenant une expérience pilote. On a obtenu donc l'autorisation par le ministère de conduire une étude pilote auprès de 400 personnes, hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes et travailleuses du sexe-femme, dans 3 villes. Et l'objectif, c'était pas de montrer l'efficacité, puisque ça avait déjà été prouvé, mais de montrer l'acceptabilité par nos populations. À Marrakech, ce sont les militants de la LCS qui font le suivi mensuel du projet pilote PrEP. Chaque mois, ils réalisent un entretien détaillé et un bilan biologique de chaque personne ayant choisi ce modèle de prévention. Donc آخر علاقة جنسية وكانت فيها بينتراسيون كان بريزرفاتيف ولا لا؟ واحد ما فيهاش. لا آخر علاقة كاين داكور. دونك مؤخرا Utiliser des antirétroviraux en prévention est recommandé par l'Organisation mondiale de la santé depuis 2015. La PrEP fait enfin baisser pour la première fois le nombre de nouvelles infections dans les communautés gays d'Amérique du Nord, d'Australie et d'Europe. Aujourd'hui, nous portons un plaidoyer fort pour que la PrEP fasse partie des offres de prévention pour les populations les plus exposées au virus, partout dans le monde. Moi, je travaille avec et pour ma communauté. L'épidémie, c'est très concentré au niveau de ma population. Ça veut dire qu'il faut développer tous les systèmes de prévention. Il faut vraiment aller vers des sous-groupes où l'épidémie est cachée. On suit l'actualité au niveau international parce que quand même la communauté homosexuelle et suivre via tout ce qui est Internet et suivre l'actualité de les nouvelles approches de prévention et le fait que la LCS il intègre ça dans
le package, ça veut dire qu'on est quand même une association responsable. Nous avons commencé à demander à faire cette étude en 2015, c'est ça? Oui. On l'a démarré en 2017. Entre-temps, il y a plein de pays où la PrEP est présente, alors qu'on aurait pu être parmi les premiers. On aurait pu économiser plein d'infections à VIH si on l'avait mis plus tôt. Et lorsqu'on termine et qu'on veut publier, vous nous dites non. C'est les politiciens. Vous savez très bien qu'au Maroc, les HSH et les PS travaillent dans l'illégalité. C'est ça le problème. C'est ça. Moi, très bien, on va aller voir le monsieur le ministre, on va aller voir le Parlement, on va aller là où il faut. À la suite de la restitution, le ministère de la Santé du Maroc a décidé de mettre la PrEP à la disposition de 1000 personnes à travers le pays d'ici 2021. La LCS demandait la mise à l'échelle tout de suite. Dans de nombreux pays, les pratiques homosexuelles sont criminalisées par la loi, condamnées par la religion. Les gays sont marginalisés par la société. Ils vivent pour la plupart dans des situations de clandestinité qui favorisent la propagation de l'épidémie. La PrEP est un nouveau moyen qui leur permettra de se prendre en charge eux-mêmes face au virus. Dans les années à venir, un accès communautaire et gratuit à la PrEP va rester un de nos grands combats à travers tout notre réseau. Nous, on n'est pas un juge, on n'est pas un imam. Quand un bénéficiaire vient chez nous, il vient pour la prévention, il vient pour l'information, il vient pour l'accompagnement, on ne le juge pas. Avec notre plaidoyer, nous exigeons que les personnes vivant avec le VIH parmi nous aient tous les outils disponibles à leur disposition pour prendre en main leur santé. Le suivi biologique régulier, qui est le seul moyen d'établir la charge virale des personnes séropositives sous traitement, est une nécessité. La charge virale mesure la charge virale d'une personne suivie, pas infectée, qui prend des traitements, des antirétroviraux. La charge virale est le marqueur, c'est ce qui indique que le traitement marche bien ou ne marche pas bien. Quand une charge virale d'une personne infectée par le VIH est indétectable, cette personne ne transmettra jamais plus le virus. Mon frère. Donc on a l'arme. On parvient à finir avec le VIH. C'est d'arriver à ce que toute personne infectée par le VIH soit indétectable. Et pour être indétectable, il faut prendre correctement ces médicaments. Il faut être accompagné, motivé, soutenu par les pairs, par les agents de santé. Et si on arrivait à ça, le virus ne circule plus. Donc il n'y aurait plus de nouvelles infections. Au Mali, Arcade Sida assure la prise en charge médicale de plus de la moitié de toutes les personnes séropositives du pays. Pourtant, il aura fallu des années de combats acharnés pour que l'association obtienne son propre appareil de mesure de la charge virale et puisse commencer début 2019 à assurer le suivi biologique de manière communautaire. Jusque-là, seuls les laboratoires sous la gestion du ministère de la Santé étaient en charge des examens biologiques. Dans le protocole thérapeutique de prise en charge au Mali, une personne infectée suivie sous traitement doit faire au moins une charge virale par an. Et c'est ça qui était problématique. En fait, le problème, c'était que ces appareils ne marchaient pas. Ne marchaient pas, soit parce qu'il y a des ruptures de réactifs, soit parce que l'appareil même était en manque d'entretien. Quand les charges virales sont au niveau des laboratoires, mais mon frère, pour te dire, pour y avoir accès, c'est la croix et la bannière. L'infirmier va te dire, je ne suis pas motivé. Le biologiste va te dire, je ne suis pas motivé. On va te dire, ah, on n'a pas de papier pour écrire. Mais attendez. Mais ce sont des choses qui ne dépendent pas de nous, que nous subissons parce que nos gouvernants, parce que les autorités sanitaires, parce que pour plusieurs raisons, on a souvent des obstacles structurels, on n'arrive pas à bien faire ce travail-là. En début 2015, on a identifié ce problème-là et immédiatement, on a commencé à alerter.
Donc c'était des alertes au niveau du ministère de la Santé, au niveau du Haut Conseil national de lutte contre le sida, au niveau de toutes les instances en fait, qui pouvaient répondre à ce problème-là. Ça a été sans succès. C'était des alertes, oui, on nous écoutait, on vous a entendu, on va faire quelque chose, mais sachez que ce n'est pas facile. Avant d'hausser le ton de la voix, ça a pris quand même 1 an. Donc au final, on s'est dit, avec les bénéficiaires, ça n'allait plus. C'était que la situation devenait vraiment dramatique parce que les médecins, même, finalement, étaient bloqués dans leur travail, ne pouvaient plus... les patients viennent, on n'a pas de suivi, on n'a pas de résultats, on n'a pas de charge virale, c'est difficile d'administrer un traitement. Et donc, finalement, avec les bénéficiaires, on s'est dit qu'il fallait... il fallait agir, il fallait frapper fort. Donc, nous avons décidé d'écrire une lettre ouverte destinée au président de la République du Mali. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est avec beaucoup d'émotion que nous vous écrivons. Nous, personnes vivant avec le VIH-Sida au Mali, subissons depuis 2 ans maintenant une injustice sociale à cause du mépris affiché des structures techniques pour notre santé. Vous ne le savez peut-être pas, mais cela fait maintenant 2 années, depuis la fin d'année 2014 à aujourd'hui, que les personnes séropositives n'ont plus accès au bilan biologique au Mali. Donc nous avons publié la lettre. C'était un vendredi soir. Nous avons publié la lettre et lundi matin, à la première heure, la ministre de la Santé a appelé sur son portable personnel la présidente du réseau malien des personnes vivant avec le VIH-Sida pour convoquer une réunion immédiatement le soir même. Et je peux vous dire que ça a été un moment d'agitation extrême, hein, parce qu'on nous a un peu traité de perturbateurs, de personnes qui veulent que le président fasse des choses. Bon, on nous a traité de tout. Hein. La partie gouvernementale, l'État a décidé de faire une conférence de presse et a complètement démenti cette information, a démenti les éléments qui ont été diffusés dans la lettre et a pourtant, quelques jours après, remis en marche les appareils. À la fin, le Fonds mondial a quand même eu vent de cette histoire-là. Quand nous avons demandé un appareil de charge virale, ça a été possible. Ça a pris du temps, ça a pris beaucoup de temps, parce que ça a duré quand même 1 an. Mais on a tenu, on a fait le suivi et voilà. Aujourd'hui, nous avons notre propre appareil de charge virale. Prévention, dépistage, traitement et charge virale. Nous avons prouvé qu'à toutes les étapes de l'épidémie, ce sont les programmes communautaires, animés par des personnes infectées ou affectées par le VIH, qui sont la riposte la plus efficace au virus. Plus que jamais, nous demandons maintenant une volonté politique forte et des moyens financiers constants et suffisants pour que ces programmes se généralisent et remplissent leur mission. Nous sommes aujourd'hui à un point critique de notre lutte. Plus l'épidémie recule, plus elle se cache dans l'exclusion sociale et plus elle est difficile à combattre. Le premier point, le point de départ, c'est le PSN. Ça commence par l'élaboration du PSN et ça finit par l'approbation de la demande de subvention par le conseil d'administration du Fonds mondial. Si vos priorités ne sont pas prises ici, ce n'est pas ici que vous viendrez les mettre. Tout part dans le PSN. Vous voulez porter, par exemple, une cible trans à ce niveau. Donc si là, il n'y a rien sur les trans, je vous assure que là, il n'y aura rien. Au Burundi, un atelier sur le plaidoyer communautaire organisé par l'ANSS et animé par l'activiste camerounais Serge Yota est en cours. C'est une cagnotte où plein de pays, les participants à cette journée de travail sont membres d'une plateforme créée par notre plaideuse au sein de l'ANSS qui réunit des représentants d'associations de gays, de prostituées, d'injecteurs de drogue et de jeunes vulnérables. En tant qu'ancien société de drogue injectable, j'ai vu la plupart de mes amis étaient infectés par le VIH-Sida. La réponse au VIH, la réponse aux autres maladies qui touchent ces communautés, elle est plus rapide et plus efficace lorsqu'elle est menée par des personnes qui sont concernées. Nous sommes une minorité parmi la majorité. Nous sommes une catégorie de population hautement vulnérable face au fléau VIH et IST et aussi différents phénomènes au niveau de la société. Et nous avons compris qu'il faut qu'on soit ensemble.
La plateforme a été créée à la suite du Dialogue Pays, piloté par l'ANSS en 2016. Cette consultation nationale prépare la rédaction d'une note conceptuelle qui indique au Fonds mondial les grandes orientations pour l'attribution de ces financements de lutte contre le sida pour les 3 années à venir. Alors ce que nous avons fait, et particulièrement la plaideuse décentralisée, c'était d'abord de prendre les gens par catégorie et de les préparer. On s'est dit, allez, nous, on va prendre 4 catégories. De la catégorie des populations clés, on va prendre les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les travailleurs, travailleuses de sexe, les usagers de drogue et quand même un groupe important des vulnérables, les jeunes et adolescents vivant avec le VIH et les jeunes en général. À travers ces échanges sur une semaine qu'on a fait, il est ressorti leurs vrais soucis. Et on s'est rendu compte, en fait, avec leurs problèmes, ils sont de 2 catégories. Il y a tout ce qui touche au traitement, peut-être, au VIH, mais aussi au niveau social, lié au VIH, mais il y a aussi le social, cette stigmatisation. En quoi le dialogue pays est une opportunité pour les communautés? Pendant ce dialogue pays, où la communauté peut montrer les actions qu'elles veulent que le gouvernement mène. C'est là où on se met à découvert, en fait. On se met à découvert au niveau national. Et des fois, ça donne de bons résultats, comme Mme Martine vient de le dire. Et on peut vous prendre en considération. Donc c'est très important le dialogue pays. Il faut y aller, il faut foncer. Même s'il n'y a pas eu d'invitation, il faut y aller. L'idée de créer le plateforme des populations créées, c'était d'abord la façon de nous mettre ensemble, avoir une structure et que les prochains programmes qui seront développés, que lorsque tu as besoin de contacter une communauté de populations créées, tu n'invites pas seulement les individus, mais qu'il y ait un cadre formel. Cette discrimination qu'ils sont en train de vivre, c'est exactement ce que j'ai vécu il y a 20 ans, il y a plus de 20 ans, en tant que personne infectée. On m'aurait dit, il y a d'autres personnes qui vont vous représenter, j'aurais dit non. Pourquoi? En tant que personne infectée, je suis mieux placée pour représenter les personnes infectées. Nous avons besoin d'être impliqués dans tout dès le premier moment qu'on commence à réfléchir sur chaque programme ou chaque activité à faire avec la population créée. Donc rien sans nous, rien pour nous sans nous. Il faut revendiquer, il faut rester vraiment dans la revendication de ce qui n'est pas encore atteint. Moi, je trouve que c'est le principe communautaire, c'est le principe associatif, c'est le principe activiste. Le bien-être et l'amélioration de la vie, de l'accès aux soins, c'est pour tous. À Maurice, Pils et ses partenaires travaillent sur une représentation active des personnes directement concernées au sein des structures décisionnaires comme le CCM, l'instance de coordination nationale du Fonds mondial. Donc, tu as fait un an, mais il y a un matériel positif, méthadone. Il a annoncé que méthadone peut être décentralisé. Donc, je me passe outil là-bas. C'est ce qu'il me fait, on va mettre là, ici, capable d'intervenir. Lorsque je suis arrivée chez Pils en 2015, donc nous avons organisé les élections pour vraiment donner la possibilité aux différentes populations avec qui nous travaillons d'élire eux-mêmes la personne qui va les représenter, qui va parler en leur nom. Je représente la communauté des injecteurs de drogue et aussi ceux qui sont sur le traitement de la méthadone. Vu que moi-même, je suis utilisatrice de drogue et j'ai envie vraiment de porter la voix de ma communauté et pour faire entendre, parce qu'il y a beaucoup de doléances que j'entends ici, là-bas, et j'avais envie vraiment de défendre la cause.
Je suis représentante de la communauté transgenre sur le CCM. C'est plutôt une occasion pour raise your voice, pour lever la voix, pour parler questions de santé, questions de droit, questions d'égalité, et aussi comment les personnes sont stigmatisées dans les endroits publics. Et c'est par rapport à ça que je crois que certaines transgenres, la communauté, qui sont plutôt stigmatisées par rapport à faire un test de dépistage ou d'être dépisté positif et de venir prendre le traitement. Je représente les personnes séropositives chez le CCM, les hommes, et c'est mon deuxième mandat que j'occupe maintenant. Toutes les décisions qui sont prises par rapport aux programmes qui sont mis en place pour les populations clés, justement, sont prises sur ce board-là. Et si les personnes qui sont directement concernées, comme tu dis, ne sont pas sur ce board-là, mais ils ne pourront pas donner leurs avis et sur toutes les expériences. Et c'est un point important pour pouvoir vraiment mettre en place des programmes qui marchent. Pour nous, la présence de représentants sur le CCM, avant tout, c'est d'avoir une participation active au sein du CCM pour qu'ils puissent contribuer aux réponses au VIH. Et la méthodologie mise en place par PIL, c'était l'accompagnement des personnes, des représentants de population clés sur le CCM, en préparant les réunions du CCM avant qu'on se rencontre pour la grande réunion du CCM qui se fait chaque 4 mois. Nous guettons ensemble. Nous guettons ensemble pour nous comprendre un peu qui ça fait nous aborder, nous causer, qui mène question nous poser pendant la réunion du CCM. Et nous travaillons ensemble pour moi. Nous discutons. C'est bien important de la manière de vous dire. Quand tu causes au Manzana, à Santa, c'est défini ce ministère. Tu as dit, mais Marie, c'est qui se met en place, mais tu peux qui guetter vraiment. Tout le monde a fait que vous avez été quand nous pouvons mettre un service comme ça en place. Avec critiquer, tu peux critiquer pour être constructif. C'est que mettre ça en place, Marie, c'est mais tu peux m'arrêter pour aussi qui guetter, qui besoin mettre en place autour. Ça, sans table, vous avez fait la mort, c'est. Vous avez fait un succès. Des fois, ils avaient l'habitude de dire, ouais, mais où sont ces personnes-là? Mais voilà, les personnes sont là. J'ai presque écrasé une petite larme la première fois où j'ai vu la représentante des personnes qui se prostituent tenir tête au médecin-chef du ministère de la Santé en lui disant « mais vous m'insultez, votre position, cette explication que vous venez de donner n'en est pas une et m'insulte. Donc je vous demanderai, monsieur le médecin, d'être un peu plus respectueux des personnes qui sont autour de cette table. » Et tout ça dit en créole, mais de façon méthodologique, bien, sans violence verbale, mais qui c'était d'autant plus fort. Moi, j'ai pris un kiff incroyable en entendant ça. Et pour moi, c'est le résultat direct de ces 3-4 années de travailler avec cette personne. La parole se libère, l'expertise se renforce et on est dans ce pourquoi on croit chez PILS, mais aussi au sein de la coalition. C'est rien pour nous sans nous. On doit faire avec les personnes les plus concernées qui sont en capacité d'amener une réponse politique, une réponse dans l'action et dans la mobilisation. Au Mali, une nouvelle bataille est en train d'émerger qui annonce nos combats à venir. Protéger les utilisateurs de drogues injectables de l'infection au VIH. Amener à la prévention et aux soins une population totalement invisible, marginalisée, largement ignorée par les programmes de lutte contre le sida. Au départ du plaidoyer pour les utilisateurs de drogues injectables, Arcade Sida en 2015 en fait, a réalisé une étude qui visait à mesurer la séroprévalence des usagers de drogue à Bamako. Et donc à la suite de cette étude-là, on a vu qu'il y avait
Les chiffres étaient effrayants. On s'est rendu compte en fait que c'était un groupe clé en fait qui existait aussi au Mali. Aujourd'hui, beaucoup de responsables politiques au Mali n'ont pas conscience de la réalité de l'usage de drogues injectables dans notre pays, et notamment dans le district de Bamako, parce que ce sont des problématiques que nous connaissons finalement assez peu, auxquelles nous avons été peu confrontés. Le premier défi, c'était de déjà rassembler la société civile même sur cette question-là. Il fallait créer un consensus sur le fait qu'il y a un problème au niveau des usagers de drogue et qu'il fallait qu'ensemble, nous allions porter ce plaidoyer-là. Avant ça, c'était surtout oui, mais les usagers de drogue, il faut les laisser mourir. Pourquoi ils se droguent? Pourquoi ils se piquent? Donc, il faut les laisser mourir. Nous avons depuis 2 ans un projet de prévention auprès des usagers, des personnes usagères de drogues injectables. Quand je vois que si Arcade Sida est responsable de la distribution de seringues et que je les vois en train de réutiliser des seringues parce que je ne donne pas suffisamment ou parce que le plan Mali ne me donne pas suffisamment, le plan international ne me donne suffisamment de seringues, pour eux, ça me met en colère. Parce que je me dis, ce que je fais, c'est pas du bon travail. Voilà, on était tombé d'accord avec Nana et Jelika que ça, c'était pas pertinent. C'était ça qui nous intéressait beaucoup. Pour réveiller les consciences, les équipes d'Arcade Sida ont décidé de monter un film à partir de témoignages d'injecteurs du centre-ville de Bamako qui utilisent leurs services. Je peux faire un arrêt sur l'image dans le montage. Utiliser comme une photo. Clairement. En fait, ouais, il y a les 3 photos qui sont là, 1, 2, 3, et avec, hop, ça qui est en conclusion, quoi, je pense. Il faut les faire en flash, quoi, les unes après les autres. Une fois monté, le film sera utilisé comme un outil de plaidoyer. Et elle est utilisée combien de fois? Tiens, non. Il y a des 100 fois. Après, vous avez un On va apporter la preuve, on va apporter les faits, on va les montrer la triste réalité que nous vivons tous les jours auprès de ces personnes usagères de drogues injectables. Nous allons apporter ça auprès du CCM. Comprenez CCM, le ministère de la Santé, le ministère de la Justice, donc nos chers policiers, les juges, la police, le ministère de la Sécurité, mais aussi avec les partenaires tels que le secrétariat exécutif, qui est l'instance de coordination nationale, rattaché à la présidence de la République. Cette démarche d'alerte, cette démarche de mise en lumière en fait, des difficultés auxquelles nous sommes confrontés, oui, elle peut entraîner du changement. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir dire aux responsables politiques, il y a un problème,
voilà la réalité, voilà ce que nous nous proposons, parce que nous savons que cela peut fonctionner. Notre plaidoyer demande maintenant la mise en place et le financement de véritables programmes de réduction des risques pour les injecteurs de drogue. Il nous faudra travailler sans relâche pour amener les décideurs politiques à mener, à nos côtés, ce nouveau combat contre l'exclusion. En fait, un petit peu comme la version affiche A2 qui est simplifiée. Il faut qu'on se dise la vérité, qu'on se regarde dans les yeux. Où il se trouve ce virus-là? Il est où? C'est dans la population générale. Là, tu vas aller au marché, c'est là-bas que tu vas trouver. Ah, Dédé. Il est dans les chambres, dans les antichambres. Il est là où on ne veut pas aller. Il est là où on ne veut pas voir. Il est là où on ne veut pas dire. Et c'est là que nous, acteurs de la santé, engagés pour la promotion et la protection de la communauté, nous allons dans ces endroits-là. L'épidémie risque à nouveau de rebondir, en décimant les populations les plus socialement marginalisées. À Coalition Plus, nous savons qu'il faut intégrer de nouvelles visions dans nos luttes et inverser notre regard sur les objectifs mondiaux. L'objectif des 3,90 fixé par l'ONU-SIDA suit un schéma simple. 90% de l'ensemble des personnes séropositives savent qu'elles vivent avec le VIH. Parmi ces 90% de personnes infectées, 90% d'entre elles reçoivent un traitement antirétroviral durable. Et enfin, 90% des personnes qui reçoivent le traitement ont une charge virale durablement supprimée. En suivant ces objectifs, la fin de l'épidémie serait possible à un horizon proche. Même si, dans le meilleur des scénarios, 90% des personnes séropositives savent qu'elles vivent avec le VIH, il restera toujours 10% qui ne le sauront pas, 19% qui ne seront pas traités, et 27% dont la charge virale ne sera pas durablement supprimée et qui pourraient continuer de transmettre le virus. Aujourd'hui, cela représente près de 10 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui échappent totalement à nos programmes. Avoir un impact sur l'épidémie dynamique sera notre combat de demain. Notre engagement de militants nous apprend chaque jour les difficultés et les injustices de la lutte contre le sida. Autant de raisons de porter nos voix collectivement et d'être enfin écoutés, sans réticence, sans jugement. Ensemble, nous sommes déterminés. Nous sommes toujours en colère. Sanu, rien ne se fera sans nous, au sida, musiba bala. Rien pour nous, sans nous, rien ne se fera sans nous, au sida, musiba bala. Je ne savais pas jusqu'à aujourd'hui, j'en ai entendu parler depuis très longtemps. Je me suis fait épuiser, c'est comme si le monde allait même s'écrouler. Y'en a qui n'osent pas le faire de peur d'être révélé. Mambo, yay boy, mambo, yay boy. Et pour nous, sans nous, rien ne se fera sans nous, oh sida, musiba bala. Rien pour nous, sans nous, rien ne se fera sans nous.